Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, échange entre parlementaires responsables de la Sénat, la question du parrainage est notamment le sujet phare abordé au cours de cette rencontre. C'est dans la perspective des présidentielles de 2021. Rentrée judiciaire 2020-2021 à la Cour suprême à Porto Novo, Ousmane Batoko, président de l'institution et ses collègues magistrats, placent cette reprise sur le sceau de la confiance et l'indépendance entre le magistrat et le politique. Et puis l'approvisionnement en eau potable au Bénin, l'un des objectifs clés du gouvernement. 2 barrages d'une capacité totale de 14 millions de mètres cubes sont en construction dans le département des Collines. Un soulagement, nous diront les populations. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Rencontre entre les responsables de la Sénat et les députés de l'Assemblée nationale. C'est dans la perspective de l'élection présidentielle d'avril 2021 et précisément la question du parrainage. Fimé Bassao pour plus de précision. La question du parrainage au cœur des échanges entre les membres de la Sénat et les députés au Palais des gouverneurs. Une rencontre qui intervient après celle que l'institution chargée d'organiser l'élection présidentielle de 2021 a eu avec les représentants des partis politiques, les organisations de la société civile et les professionnels des médias. Selon le dispositif du code électoral, vous constituez les parrains qui sont en mesure de donner leur caution, c'est-à-dire leur parrainage à tout candidat à l'élection présidentielle. Selon Emmanuel Tiando, il ne revient pas à la Sénat de juger de l'opportunité ni de la pertinence d'une loi votée par la représentation nationale et promulguée par le président de la République. Notre mission consiste tout simplement à mettre en œuvre la loi selon notre compréhension, qui somme toute est relative, puisqu'elle peut être déféré devant le juge constitutionnel chargé de faire une lecture interprétative de cette loi. Vous l'avez reconnu, vous l'avez répété, que vous n'êtes pas venu pour nous expliquer les lois que nous avons votées. Et nous sommes d'accord pour ça. Il n'y a pas une autre interprétation qui soit au-dessus de cela. La confidentialité que vous avez initiée reçoit mon entière conviction. Je suis entièrement d'accord pour que cela soit fait de façon confidentielle pour protéger chacun d'entre nous et protéger l'institution de manière à ce qu'on ne puisse pas penser que c'est une manière de faire du marchandage. C'est une manière d'ouvrir un mercato politique qui n'a jamais existé. 3 communications ont meublé les échanges, à savoir les modalités d'application du parrainage, le suivi et le financement des partis politiques et la présentation du module informatique de gestion du parrainage. Restons à Porto Novo où les magistrats et les autres acteurs de la justice béninoise étaient aux côtés de Ousmane Batoko, président de la Cour suprême, et du ministre de la Justice, Séverin Kenom. C'est l'occasion de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2020-2021. Voici les images avec notre équipe de reportage de Porto Novo.
Rentrée judiciaire particulière. Le coronavirus a empêché des retrouvailles qui de coutume sont chaleureuses. En respect aux mesures de restriction qu'impose la pandémie, certains acteurs du secteur judiciaire ont suivi le déroulement de cette audience solennelle via le site internet de la Cour suprême. Et tout naturellement, après la plaidoirie du bâtonnier de l'ordre des avocats et la réquisition du procureur général, c'est à un exercice bilan de l'année précédente que s'est donné le président de la haute juridiction. Il ressort qu'au titre de l'année 2019-2020, notre Cour aura jugé des affaires en toute matière dans un contexte sanitaire particulier. La Chambre administrative, par exemple, a rendu au cours de l'année judiciaire écoulée 506 arrêts. L'un des temps forts de la vie de notre haute juridiction aura été la gestion du contentieux des élections communales et municipales. Nous avons enregistré sur ce registre particulier 263 procédures qui ont été vidées par 258 arrêts pour la quasi-totalité signée et notifiée aux parties. Ce, en moins de 4 mois, largement dans le délai législatif de 6 mois qui nous était assigné. Même s'il faut souligner que le juge électoral continue aujourd'hui encore d'être saisi de quelques recours sur les cas d'inéligibilité qui peuvent être soulevés à tout moment, même à 24 heures de la fin du mandat des conseillers municipaux ou communaux. Le thème retenu pour nourrir la présente rentrée judiciaire est le magistrat et le politique, comment concilier la confiance et l'indépendance. Ce thème assez évocateur au regard de l'influence que le politique tend à exercer sur le pouvoir judiciaire. Thème aussi d'actualité dans un contexte où le juge en panne de confiance dans les esprits des populations. Elle qui voit en les actes juridiques la politique à tort ou à raison. L'influence du politique sur le juge, dans la quasi-totalité des États du monde, et en Afrique en particulier, est manifeste. Dans certains États, l'exécutif influence le judiciaire avec une certaine élégance, voire une certaine séduction. Il prend des gants pour atteindre ses objectifs, pour s'assurer que le pouvoir judiciaire est dans la droite ligne de sa politique. D'autres usent de moyens moins raffinés pour conserver la justice sous leur emprise. Enfin, certains exécutifs sont dans une position ambivalente. Redonner confiance à la population, la rassurer en redonnant à l'appareil judiciaire tout son éclat ne peut passer par la rivalité magistrat-politique, mais plutôt à travers une complémentarité intelligente qui découle d'un dialogue responsable. Je m'en voudrais de ne pas vous affirmer que malgré les griefs qui sont articulés au quotidien, le gouvernement est conscient que les efforts doivent se poursuivre afin que notre justice rassure davantage notre peuple et les investisseurs. Une promesse dont les gages peuvent se lire dans les efforts structurels engagés par Patrice Talon et son gouvernement depuis 2016 au profit de la magistrature, mais aussi des tenants de la justice dans leur ensemble. 15 milliards de francs CFA immédiatement libérés au profit des travailleurs du secteur public, mais aussi plusieurs dizaines de milliards précédemment débloqués ou en passe de l'être. En attendant de constater les virements sur leurs fiches de paie, les fonctionnaires continuent de se réjouir, bien sûr, de cette nouvelle annoncée par le chef de l'État. Voici les réactions de quelques secrétaires généraux de centrales syndicales au micro de Marcel Arrossi. Mais on va dire bravo. Bravo, surtout dans la période où nous sommes. Nous sommes dans une période de Covid-19, où tous les pouvoirs se plaignent des baisses des chiffres d'affaires, des rentrées financières. Et donc, qu'on ait choisi de donner 15 milliards en ce moment, où ce n'est pas du tout facile pour tous les gouvernements du monde. Et on peut dire, c'est bon, on s'en félicite. En tant que travailleur, je suis très content de cette nouvelle. En tant que syndicat, je le suis encore plus parce que cette nouvelle est tombée dans une période où nous ne sommes pas en crise. Ce n'est pas une période tendue entre gouvernants et syndicats.
Ça veut dire que c'est le lobbying, c'est le plaidoyer, c'est le dialogue social qui a permis au gouvernement de comprendre qu'il pouvait faire cet effort supplémentaire. Et donc, pour nous, c'est la preuve, s'il en était encore besoin, qu'on peut ne pas déclencher les hostilités et quand même réussir par moment à toucher le cœur des gens, à leur faire comprendre les bonnes décisions qu'il faut prendre. Donc, je suis doublement satisfait. C'est bien d'avoir fait cet effort de 15 milliards. Il a fait l'option, tout simplement, de privilégier, n'est-ce pas, ce qui est urgent. C'est ce qu'on doit aux travailleurs. Mais comme on le dit, ça fait bientôt 5 ans, même si c'est ce qu'on gagne, ce qu'il privilégie n'est pas une mauvaise chose, il faut penser aussi à l'indice salarial. Il faut penser à augmenter, même si c'est un franc symbolique. Les travailleurs de ce pays ne lui revaudront. Et quant aux polémiques suscitées par certaines réactions, les heures qui ont suivi cette annonce des représentants des travailleurs pensent qu'elles n'ont aucune raison de l'être. Ils sont au micro de Massala Rossi, on les écoute à nouveau. J'ai lu un ancien responsable qui dit qu'il n'a laissé aucune dette. Et ça, je pense que ça m'étonne. La réaction m'étonne parce que nous savons tous, en regardant un peu le fonctionnement de la fonction publique béninoise, nous savons très bien qu'il n'y a aucun gouvernant ici, dans ce pays, qui peut partir du pouvoir et dire qu'il n'a laissé aucune dette salariale. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune gêne, aucune honte à reconnaître qu'il y a de la dette parce que c'est normal d'avoir une dette. Parce que tous les jours que Dieu fait, l'État doit aux travailleurs, à ses agents, tous les jours que Dieu fait. Regardez, j'ai droit à un acte d'avancement en 2020. Je n'obtiens pas l'acte en 2020. J'obtiens l'acte après échéance. J'obtiens l'acte peut-être 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans après l'échéance. Et du coup, vous voyez, dès que, au lendemain de la date d'échéance où j'ai droit déjà à cet acte-là, l'État me doit, vrai ou faux. Et on est des milliers d'agents de l'État. Ce qui fait que, quand moi, on me doit à la date du 30 octobre, le 1er novembre, on doit à d'autres personnes. Le 2 novembre, on doit à d'autres groupes encore. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, quand vous partez, même le jour où vous partez, vous devez à des gens qui sont vos agents en tant qu'agents de l'État. Je crois que cette polémique-là n'avait pas lieu d'être. Nous, on ne veut pas entrer dans cette polémique. Ce qui nous préoccupe, nous, représentants des travailleurs, c'est tout simplement que ce qu'on doit aux travailleurs, si on décide de leur remettre cela, s'ils entrent en possession de ce qu'on leur doit, mais nous, on s'en félicite. Si cette polémique peut faire de telle sorte que il y a encore d'autres appels qui tombent, oh, mais nous allons nous frotter les doigts. Nous allons nous en réjouir. Ça serait alors une polémique très positive pour nous, travailleurs. Mais nous n'allons pas entrer dans cette polémique pour dire ben, ceux-ci ont raison, ceux-ci ont tort. Pour nous, ce qui est important, c'est que les travailleurs, n'est-ce pas, entrent en possession de ce qu'on leur doit. Couvrir totalement les besoins des populations béninoises d'ici 2021 en eau potable, un défi que s'est lancé le gouvernement, un défi qui est en train d'être relevé avec la construction de 2 barrages d'une capacité totale de 14 millions de mètres cubes dans le département des Collines. Voici les images pour plus de précision. Voici en image drone l'ouvrage qui vient sortir les communes du département des Collines de leur sécheresse hydrique. Le barrage d'Ayedjoko dans la commune de Savè, 2 millions de mètres cubes, sa capacité, une volonté du PAG, le programme d'action du gouvernement concrétisé ici. Nous avons créé le barrage sur un affluent du fleuve Ouémé qui s'appelle Ayedjoko justement, qui est à côté du village Ayedjoko. Donc c'est ça qui permet aujourd'hui cet ouvrage-là, qui permet de faire remonter la quantité d'eau qui suit l'affluent et pour pouvoir emprisonner toute cette partie-là et qui permet de prélever cette eau-là. En réalité, le barrage tel que nous l'avons fait, on peut l'appeler réservoir. Il est juste un réservoir d'abord, à partir duquel on va alimenter ces villes-là. La population de la commune de Savè, de la ville de Savè, de la ville de Glazoué et de la ville de Dassa, plus Maouyan, tout ça mis ensemble, c'est ça qui fera le total d'individus qui devraient être alimentés après
le travail que nous sommes en train de faire. Fini donc les problèmes d'approvisionnement en eau potable, et ce jusqu'au-delà de 2035, une assurance donnée par les techniciens. Le projet a été dimensionné pour l'horizon 2035, mais il y a des équipements qui peuvent aller au-delà. Quand je prends par exemple les grandes canalisations pour le transport d'eau brute, ces canalisations peuvent aller au-delà de 2035. Le gouvernement vient maintenant de mettre en place ou bien de trouver une solution, je dirais, pour ne pas exagérer, définitive à la desserte en eau potable dans les collines, surtout dans les villes dans les communes de Savet, d'Assavigny et Glazou, qui abritent les différentes infrastructures de ce projet. Une solution durable face aux difficultés d'accès à l'eau potable dans cette partie centre du Bénin. À quelques kilomètres de ce barrage, il y a un autre plus grand, le barrage Rifo, 6 fois la capacité d'Aïdjoko. Les travaux sont en cours, comme le montrent ces images. 12 millions de mètres cubes, un barrage hydraulique jamais réalisé au Bénin. Je pourrais dire que même si le gouvernement Talon ne fait plus rien dans les collines, il serait applaudi par rapport à cela. Parce que l'eau, c'est la vie. On peut être aveugle et boire. Et comme l'eau est source de vie, l'eau est la première des choses que nous devons avoir. Et je suis sûr qu'avec ces 2 barrages, le problème d'eau serait fini au niveau du département des collines. Dans la partie nord-ouest du Bénin, 2 ouvrages semblables existent, non encore exploités à leur plein potentiel. Le barrage hydropastoral de Sepunga. Nous sommes à l'entrée de la commune de Tangueta. Ce barrage a une capacité d'environ 1 600 000 mètres cubes d'eau que nous avons retenu dans cette retenue-là. Et pour une digue d'environ 1 km 30. Et puis nous avons un périmètre irrigué de 41 hectares que vous voyez de l'autre côté, qui est en cours d'aménagement et dont les populations doivent pouvoir produire du riz, des produits maraîchers. De vastes périmètres pour la culture du riz et du maraîchage, des cultures de contre-saison. À Koufor-Pissiga, dans la commune de Matéri, les populations disposent de l'eau potable grâce au programme hydraulique villageois de l'UEMOA. Ce projet cadre parfaitement avec l'objectif numéro 6 de l'atteinte des ODD, tel que prévu dans le programme d'action du gouvernement. L'objectif est de pouvoir accompagner de façon durable, les populations dans l'approvisionnement en eau potable, dans la réalisation des activités génératrices de revenus. Leur joie serait plus grande si cet ouvrage aujourd'hui en souffrance était fonctionnel. C'est le barrage de Koufor-Pissiga avec 55 hectares de périmètre aménagé. Mais en attendant les travaux de réhabilitation, les populations se contentent d'abreuver les bêtes, mener les activités champêtres autour de l'ouvrage. Ce site était destiné à réaliser un grand barrage qui allait vraiment desservir pour au moins 55 hectares d'irrigation, dont 40 sont destinés à la culture de riz, tel que vous le constatez autour de vous, et 15 hectares pour les cultures de contre-saison. En saison sèche, il y aurait un encaissement d'eau que les populations allaient utiliser pour cultiver la tomate, la salade, les légumineuses de façon générale. L'année où ils ont réalisé ce périmètre, j'ai travaillé dedans un cas et j'ai eu 15 sacs de riz. Et finalement, il y avait assez de poissons que j'ai fait la pêche, que j'ai aussi gagné assez de poissons. Et quand ça a acheté, on a pu trouver quelque chose sur les miennes. Le barrage de Koufor, c'est un vivier. Et ça occupera d'une population de 113 000 habitants. C'est le dernier recensement. Et aussi,
une grande part, essentiellement des jeunes. Le barrage de Koufo-Pisiga, une infrastructure vitale pour la commune de Materi, de l'eau potable, de vastes domaines pour la culture du riz et d'autres spéculations. Un vivier pour toute une population rurale. Le Bénin, à l'instant de plusieurs pays du monde, célèbre la journée mondiale du bégaiement, ce trouble mystérieux que de paroles frappe plusieurs et beaucoup plus les hommes que les femmes. Comment se comporte un bègue et comment le mal est-il traité? Assez Dancy et Calvador avant nous ont suivi un bègue à cette occasion. Voici leur reportage. Quand vous embêtez un bègue, la meilleure manière de se défendre, il vous donne un coup de poing, sans hésiter. Si Jean-Luc a une peur bleue rien qu'à l'idée de se rendre dans ce restaurant pour se désaltérer, c'est que pour les personnes bègues, une simple commande peut très vite se transformer en cauchemar. Le défi cet après-midi-là, passer inaperçu et surtout ne pas bégayer. Et puis là, on attend et puis la boisson n'est pas encore faite. Jean-Luc a réussi son pari en apparence seulement, car le prix à payer de ces stratégies de dissimulation est élevé au quotidien. J'avais du mal à exprimer, j'avais du mal aussi à m'insérer dans la société, j'avais du mal à avoir des amis avec qui oser, parce que à chaque fois pour oser, il fallait soit bouger la tête, soit bouger les pieds, ou bouger les mains, ou faire un geste ridicule. Le bégaiement est apparu dans la vie de Jean-Luc quand il avait 4 ans. Un âge où justement le processus complexe de la parole commence par s'éclater. Depuis mon tendre enfance, j'ai commencé par égayer. Et puis, en passant par le cours primaire, le cours secondaire, d'année en année, cela s'accentuait. Ce trouble mystérieux de la parole va progressivement envahir la vie de Jean-Luc. Sa famille s'est beaucoup investie. La première étape, c'est qu'ils m'ont acheté un gant. Le gant que les griots utilisaient. Et quand on finissait de préparer la pâte, n'est-ce pas, le fond de la marmite, on versait de l'eau. Et quand on verse de l'eau, il y a une ébullition en bas. Et on prenait le gant pour recueillir cette eau-là. Et en buvant, n'est-ce pas, on tapait. J'ai essayé cela, ça n'avait pas marché. Mais un petit miracle se produit ensuite pour cet homme de 43 ans. Et ils ont lancé un concours en terminale, un concours d'interprétation des chansons. Et là, je me suis saisi et j'ai décidé d'interpréter au fait la chanson du feu et Papa Mba, dont le titre est Show Me Away. Et cette chanson, je l'ai répétée maintes fois chez moi. Et à chaque fois en inspirant, à chaque fois. Et j'ai participé à ce concours, je l'ai chanté et j'ai gagné à ce concours-là. Trouble universel considéré comme une maladie psychologique ou alors à un problème relationnel ou social,
Les spécialistes expliquent. La parole, c'est un geste. C'est un geste extraordinairement complexe. C'est le plus complexe produit par le corps humain, car les événements se succèdent au centième de seconde. On essaye de leur apprendre comment les sons se forment et puis apprendre à les sentir pour qu'ils puissent reprendre le contrôle sur leurs propres paroles. Alors, allez. Melon. Très bien, très doux. On essaie de lui apprendre des techniques et de faire perdre cette habitude de forcer, de pousser les sons et puis de réussir à passer en douceur. Armoire. C'est tout doux, hein? C'est tout doux. Ouais. Avant l'âge de 4 ans et demi, on a l'impression que vraiment, ils vont complètement oublier qu'ils avaient un jour bégayé. Merci Arcel Dancy. Conférence administrative de la Librairie au titre d'octobre 2020. Les travaux se sont déroulés à la salle de réunion de la direction départementale de la santé avec aux commandes le préfet Mahamadou Moussa. On cesse là Saroui Moyazi Salabé pour le point de cette séance. 3 principaux centres d'intérêt font l'objet de cette rencontre de gouvernance de département. Nous aurons droit d'abord à une présentation sur l'interprétation qui est faite de la loi pour une meilleure connaissance de l'avortement sécurisé au Bénin. Après cela, nous allons faire ensemble le point de l'exécution du programme annuel d'assistance conseil aux communes au 30 septembre 2020. Donc nous aurons une idée de ce que nous avons fait ensemble à l'endroit des communes jusqu'à fin septembre dernier. Le bilan de parcours du programme annuel d'assistance conseil est bien reluisant au vu des performances des services déconcentrés. Déjà au 30 septembre 2020, au niveau de l'ensemble du département, nous sommes à un taux actuellement d'exécution physique de 62,62% contre une exécution financière de 63,48%. Cette année, malgré la survenue de la pandémie du Covid, nous sommes à un meilleur taux. La CAD d'octobre 2020 s'est largement appesantie sur des questions de santé publique. D'abord, une communication relative au cadre légal sur l'avortement sécurisé au Bénin. Nous avons voulu échanger avec eux par rapport à une loi qui existe et que sûrement beaucoup ignorent. Et cette loi, c'est une loi de 2003 relative à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Et cette loi, en son article 17, stipule que l'avortement ne peut se faire que dans des conditions bien circonscrites à la demande de la famille ou bien de la femme. Puis, le relâchement des gestes barrières contre la Covid-19. Contrairement à ce que les gens pensent, la Covid-19 est encore et demeure une préoccupation. Aujourd'hui, ce que nous préconisons, c'est le respect des gestes barrières, mais également, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle un dépistage de masse. Il ne faudrait vraiment pas qu'on relâche. Je vous en prie, le danger est encore là. Le point de l'exécution des recommandations de la CAD de septembre 2020 a aussi fait l'objet des échanges. Célébration différée de la 27e journée mondiale des enseignants, c'est la ville de Boïcon qui a abrité les manifestations officielles. Les enseignants des 3 ordres du système éducatif béninois ont bien marqué leur présence à la cérémonie. Le ministre de l'enseignement secondaire a été témoin de l'événement. Il a représenté l'ensemble des 3 ministres en charge de l'éducation de notre pays. La manifestation a eu lieu à l'école normale des instituteurs d'Abomey. Cyprien Lokossou, Kadel Kapo, précision. La date du 5 octobre est passée, mais ils ont tenu à honorer la journée mondiale de l'enseignant. Tous ceux qui se sont succédés au micro ont plusieurs fois clamé la noblesse du métier de l'enseignant. En présence des autorités politico-administratives, les enseignants ont saisi l'occasion pour rappeler leurs besoins. Nous prions le président de la République de nous faire honneur en traduisant enfin en actes sa promesse de faire de l'enseignement un métier attrayant. L'éducation est une chance pour l'humanité. Ceci sera d'autant plus vrai si les enseignants sont sans cesse honorés, respectés et distingués par tous.
Au cours de la cérémonie, plusieurs enseignants ont été distingués. Les 6 admis à faire valoir leur droit à la retraite ont reçu des attestations de reconnaissance pour services rendus à la nation. Les enseignants et les chefs d'établissement scolaire qui ont donné de bons résultats en fin d'année ont reçu eux aussi les félicitations du ministre. Prenant la parole, le ministre Marion Kakpo a consacré les premiers mots de son discours à louanger les éducateurs. Nombreux sont également nos enseignants, dont le profil requis pour une meilleure qualité d'enseignement reste encore à améliorer. Pour pallier ces difficultés, des efforts louables sont engagés par le gouvernement du président Patrice Talon au profit du secteur éducatif et dont les résultats sont de plus en plus perceptibles. Au nom de mes autres collègues en charge de l'éducation et au nom du gouvernement, je voudrais exhorter les enseignants à entrer dans un partenariat réellement constructif avec le gouvernement, car c'est dans la paix et la concorde sociale que nous allons régler progressivement tous les problèmes qui se posent à notre système éducatif. A rappelé que le thème retenu au plan mondial par l'UNESCO s'intitule « Enseignants, leaders en temps de crise et façonneurs d'avenir ». Et ici au Bénin, le thème retenu est « L'effort de résistance des enseignants face à leur rôle d'éducateur dans les moments difficiles ». Enseignants, façonneurs d'avenir. Ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir suivi et surtout un très bon début de week-end à vous tous. À lundi. Piate mon Covid kodoma meke tumu naka mun chona mdembo aborende ya temuche mu edemembe kwaye aneten kante kakato benitibe tikude Covid momu komu tina titi uti momo ti muke fieke puke aketi kena keti pite o Beni pankwan don tembe to ite tomu Yeah, api mucho bonanka mucho ne. Yeah, Tibona get chona mo COVID.